Grand-Duc. Oui, merci de te souvenir de lui que maintenant. Et si tu le connaissais, tu n'as pas songé que ceux de la ferme, ils auraient pu avoir besoin de toi. Donc, je ne parle pas de tes pouvoirs, vu que tu n'en as pas, mais juste vu que visuellement tu es le plus costaud. Non, c'est pas une option. Chanteglaire, Chanteglaire, Chanteglaire. Grand-Duc, laisse-le tranquille, c'est moi que tu veux, pas lui. Tais-toi. Hein? Voulez-vous la fermer? Fermez-la. Pourquoi est-ce que tu ne les étrangles pas comme pour Edmond? Tu n'as plus de pouvoir dans ta manche? Ou c'est comme pour un parc-mètre? T'as besoin de remettre des pièces dans la machine pour avoir 2 heures de pouvoir en plus? Et les autres hiboux, ils font quoi, eux? Ils restent là plantés comme des piquets, alors que tout à l'heure, lors de la scène du bateau, ils intervenaient avec une petite scène d'action. Alors là, du coup, pourquoi ils n'interviennent pas pour les réduire au silence? Et en plus, ce duc, là, il fait apparaître des mains de fumée, donc des mains pour étrangler Edmond à distance. Du coup, avec un pouvoir comme ça, vous voulez me faire croire qu'il n'était pas capable d'attraper cette bête lampe torche à distance? Clairement, c'était un prétexte pour rallonger l'histoire, parce que là, ça amène à l'un des pires points qui peut arriver quand on décide d'introduire qu'un personnage a des pouvoirs magiques. Le personnage a oublié qu'il avait des pouvoirs. Et ça, c'est l'une des plus grandes marques, l'une des plus grandes preuves de quand une histoire est mal écrite. Chose qui est arrivée uniquement parce que, encore une fois, c'est l'idée comme quoi le duc, il pouvait le faire, il pouvait faire tout ça, tous ses pouvoirs, juste parce qu'il le voulait, au dépit de la cohérence. Voilà. Du coup, rien qu'avec ça, ça permet à la fois de montrer une bonne fois pour toutes que le duc est un méchant complètement stupide, et de deux, qu'il n'y a plus aucune tension dramatique à Rocoreko. Et alors que tout le monde l'encourage à chanter pour faire lever le soleil, le pire, c'est que en même temps, ils rappellent eux-mêmes qu'il ne peut pas le faire parce que le soleil s'est bien levé sans lui. Il le rappelle. Et quand je dis il le rappelle, c'est pas une fois, pas 2 fois, non, il le répète 3 fois, entrecoupé des passages où il encourage. Regardez, il se lève bien sans lui. Tu es un imposteur. Donc à ce niveau-là, je veux dire, si ne peut pas le faire parce qu'on nous le dit et qu'on nous le répète juste avant, qu'il ne peut pas faire une chose juste avant qu'il le fasse, et que c'est l'enjeu principal de l'histoire, ça sert à rien. Parce que là, c'est comme si... en fait, vous voyez dans les comics Deadpool là, qui lui est un super-héros qui a parfaitement conscience qu'il est un super-héros, qu'il n'est qu'un personnage de fiction. Là, c'est comme si Deadpool, en plus, il avait le pouvoir de faire modifier les règles établies de l'histoire parce que ça l'arrange pas. Sauf qu'à ce moment-là, si on fait ça, il n'y a plus aucune tension dramatique. Il n'y a plus rien. C'est la fin là, il n'y a plus rien. Et ça montre vraiment à ce niveau-là une énorme preuve de la paresse et la fainéantise des scénaristes. Parce que là, à ce niveau-là, si on en arrive là, en fait, les scénaristes n'ont même pas besoin d'avoir à inventer des règles ou à faire l'effort de faire en sorte que les personnages se conforment à ces règles qu'ils ont écrites. Non, là franchement c'est juste, ils font tout ce qu'ils veulent, tant pis, ils font tout ce qu'ils veulent. Voilà, point barre, c'est tout. Parce que je suis censé penser que c'est une grande confrontation finale là. Et comment vous voulez que je sois pris dedans si d'un côté ils ne sont jamais en danger, que de l'autre les héros peuvent faire tout ce qu'ils veulent, même briser les règles établies du film juste en le voulant. Franchement, là à ce niveau-là, c'est en faisant ça, ce film est une ode à la mauvaise écriture, au Garisu et au Deus Ex Machina.
Surtout que même si ça a été expédié, c'était le point central d'une intrigue. Et c'est là que je trouve, c'est vraiment la preuve ultime. Ce film a été écrit par un gamin, car ça, c'est vraiment le comportement typique d'un gamin capricieux qui ne veut pas accepter les faits et les règles établies et veut faire ce que lui il veut en dépit de tout ce qui a été instauré avant, même quand c'est lui qui les a instaurés. Voyez dans Chanticleer un gamin qui, confronté à cette règle, se dit oh non, c'est pas cool ça. Bref, c'est pas cool ça, moi je veux pas faire ça, hein. Bref, un gamin qui boude, qui fait son caprice et qui finalement triche en faisant ce qu'il veut. Et vu que c'est un film et que c'est comme ça que les héros gagnent à la fin, le film lui donne raison. Très mature les gars, très mature. On voit vraiment que vous inculquez de bonne morale à la jeunesse, hein. En fait, on dirait que le film a été créé pour faire plaisir aux enfants en leur donnant l'idée qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et ce, peu importe les conséquences ou qu'ils agissent mal. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous êtes censé donner des leçons aux enfants pour qu'ils grandissent et commencent à entrer dans l'adolescence, leur montrer quelle morale ils doivent suivre en grandissant. Et dans ce tableau, en quoi ces bêtises sont de bonne morale? Et c'est là franchement la plus grande preuve de à quel point j'ai grandi. Quand j'étais jeune, de ce que je m'en rappelle, c'était ma scène préférée. Celle que je revoyais tout le temps. Aujourd'hui, je n'éprouve plus que du dégoût et du mépris vis-à-vis de cette scène. Et c'est vraiment terrible car vous vous rendez compte du nombre de gamins qui sera influencé par ça et qui, adultes, feront les pires scénarios qui soient. Bon, après, en dépit de toutes les incohérences, et c'est pas peu dire de ce passage, oui, la tornade qu'il provoque a une bonne tension et c'est plutôt bien réussi. Attendez, quoi? Comment est-ce que Chanticleer, il a pu faire rétrécir le duc? Et s'il pouvait faire ça, pourquoi il n'a pas fait ça avant? Ah, vous voulez dire que Chanticleer aussi, il a oublié qu'il avait des pouvoirs? Ben bravo! Non, mais je veux dire, s'il est capable de ça, Chanticleer, pourquoi les hiboux sont censés être une menace? Pourquoi même est-ce qu'il y a une intrigue tout court? En plus, c'est pas compliqué. Pour justifier ça, il faudrait simplement que dans le scénario, on comprenne que Chanticleer n'avait pas ce pouvoir avant et qu'il vient juste de l'obtenir. Sauf que, comme avec le fait qu'il y ait deux mondes, c'est le genre d'excentricité, si c'est le bon terme, dont, à mon sens, on ne devrait mettre dans une histoire qu'une fois qu'on est sûr que la base de l'histoire soit solide et tienne bien. C'est même ce que disait Abraham Lincoln en 1858, une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Oui, j'ai fait mes petites recherches. Vu qu'on a vu que la base de l'histoire ne tient pas, ben ce genre de choses, ben ça risque pas de marcher non plus. Pour justifier que Chanticleer ait appris ce pouvoir dans une bonne histoire, ça passerait soit par, je sais pas, un artefact magique qu'il a récupéré, ou par une quête de connaissances avec, par exemple, lui qui apprendrait soit sur lui-même, ou qui apprendrait des nouveaux sorts, ou les deux en même temps. Mais dans une histoire où, je rappelle, on n'a qu'une heure 4 minutes pour y arriver, vous croyez vraiment qu'ils vont y arriver, sachant qu'en plus la base de l'histoire ne tient pas? Là, on dirait que la seule chose qui peut justifier le fait qu'il puisse le faire, c'est que c'est parce qu'on croit en lui. Non mais, depuis quand le fait de croire en quelqu'un peut permettre de lui faire obtenir des pouvoirs?
Ce genre de conneries, j'en avais déjà entendu parler avec la postlogie, j'y reviens encore une fois, car l'idée comme quoi il suffirait d'y croire pour arriver à faire quelque chose, mais qu'en dehors de cette seule phrase que les gens disent, dans l'histoire en question, il n'y a aucune logique sur la façon dont le personnage a acquis ses pouvoirs. C'est l'excuse qu'ont donné certains pour justifier que cette Marissou de Rey soit aussi cheatée et n'ait jamais à faire d'efforts. Oui, c'est une vraie excuse qu'ils ont fournie et oui, ça ne change absolument rien. Hein. Ça change rien du tout, ça reste nul à chier. Et vous savez, au départ, quand j'ai commencé à chroniquer Cocorico, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de parallèles avec la postlogie. Même ce passage-là que je vous dis, très franchement, j'ai découvert moi-même qu'il y aurait aussi un parallèle à faire. Je suis comme vous, là. Moi aussi, ça m'a surpris. Et d'ailleurs, au passage, en fait, je disais que le fait de croire en quelqu'un, c'était la connerie. Il y a, moi, je pense, un film où ça a marché, c'était Les 5 légendes. Et à ce moment-là, si vous vous imaginez que cette victoire se fait de façon logique, de façon cohérente et de façon méritée, alors vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. D'ailleurs, va falloir peut-être que vous m'expliquiez comment vous arrivez à faire ça, parce que là, ça sous-entend quand même que vous avez quelques petits soucis de santé assez préoccupants. Non, sérieux, va falloir que j'appelle quelqu'un, ou ça va aller? Vous savez, je trouve que ce film est incompréhensible. Et je vais vous montrer juste un petit truc par exemple. On est bien d'accord que sur ce panneau, la ville s'appelle La Ville. La Ville tout court. Sauf que, je le répète, mais avec les journaux, il était bien établi que l'action de l'intrigue du film se déroule sur tout le pays. Et donc, il ne peut pas y avoir juste une ville. Cette ville doit avoir un nom. Je trouve que c'est vraiment feignant. C'est vraiment le moindre effort absolu de ne pas profiter de cette scène pour mettre un nom de ville, même simple et basique. Et c'est ça qui, je trouve, qui est très incompréhensible à l'extrait, c'est que ces panneaux, ça s'inscrit dans ce que je louais, parce que c'est vraiment un bon point, avec toute l'attention au détail, avec toutes les enseignes et tout. Donc, je ne comprends pas comment est-ce que c'est possible qu'il peut y avoir en même temps des efforts avec ce panneau et en même temps ne pas faire d'efforts en ne se donnant pas la peine d'inventer un nom de ville. Sérieux. Et voilà la conclusion de l'arc, de Doron. Alors déjà... Non, c'est moi, Tonton Duduc. Tonton Duduc? Pourquoi est-ce qu'il est étonné de voir son oncle tout petit? Sérieux? Il a pas vu tout ça? Ah, mais de la musique dans mes oreilles. Et ensuite, qui cherche à tuer son oncle. Ça, ok. Je suis fan de l'idée. Seulement, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que comme je l'ai dit, pendant plusieurs scènes, pendant en fait quasiment tout le film, depuis le moment où son oncle l'avait menacé, et ben pour lui, il n'est absolument pas inquiet. Le film l'a complètement oublié. Comment est-ce que vous voulez que je puisse en avoir quelque chose à foutre du coup? Comment vous voulez que je me sente inquiet ou que je sente une tension pour ça si pendant quelques scènes, notamment avec le paroxysme, une scène qui se veut une scène de cartoon mais qui n'est juste qu'un énorme Deus Ex Machina,
comment est-ce que vous voulez que je puisse avoir de la tension là? Comment vous voulez? Et le deuxième, c'est que le problème, c'est que le personnage, depuis le début, n'a jamais été qu'un imbécile fini. Franchement les gars, franchement, je sais que c'était la perfection qui s'est sortie bien plus tard, mais sérieux, vous pouvez pas faire ça? S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Je ne veux pas que vous m'aidiez. Vous ne comprenez rien. Il faut que je le fasse. Il faut que je vous tue. Ou il me tuera. Ça vous aurait tué, vous? Et en ce qui concerne Doron, là, ce qui est très paradoxal, c'est que si sa voix constitue pour moi une expérience à peu près aussi agréable que de la grêle qui tombe sur un toit métallique, ce qui est très paradoxal, c'est que pourtant, c'est un chanteur qui le double en français. Il s'appelle Boris Bergman. J'en avais jamais entendu parler. Tenez, je vous montre un extrait d'une chanson au hasard. Je n'ai tout seul près de la frontière. Ce qui vous faisait si peur hier. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que avec pourtant un chanteur pareil, qui en plus est l'un des producteurs du film, c'est quand même fou que sa voix soit aussi insupportable et que des fois, ce qu'il dit est juste incompréhensible. Alors, à ce moment-là, il y a aussi une chose, c'est que quand on écoute en VO, on se rend compte que, contrairement à la VF où moi, j'ai l'impression qu'il a l'air plutôt jeune, que là, en VO, je n'ai pas du tout l'impression que c'est quelqu'un de jeune. Uncle Juki! Uncle Juki! I wish you wouldn't do that. Hans. Alors, s'il y a quelqu'un de polyglotte et peut me traduire ce qu'il dit, est-ce que c'est la même approche qu'il y a en VO? Parce que là, moi, je vois pas.